Bonjour et bienvenue dans Insubmersible. La maternité, c'est un chemin parsemé de joie, mais aussi de doutes et de défis. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Laetitia, une femme et une maman courageuse et inspirante qui aborde sans détour les défis du baby blues, la tête plate de son fils et la culpabilité qu'elle a ressentie. Elle nous partage aussi les solutions qu'elle a trouvées pour surmonter ces épreuves, parce que la maternité, c'est aussi une histoire de résilience, de recherche de solutions et d'amour inconditionnel. Que vous soyez maman, en voie de le devenir, ou simplement curieuse de mieux comprendre les défis maternels, ce témoignage est précieux, car il offre des clés pour avancer de manière plus éclairée et aussi plus sereine. Si vous le pouvez, prenez une pause et plongez dans cette conversation authentique et inspirante. Bonne écoute! Salut Laetitia, je suis ravie de t'accueillir au micro d'Insubmersible. Comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter ta petite tribu de la façon dont tu le souhaites? Oui, oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Laetitia, je viens tout juste d'avoir 40 ans et j'ai 2 enfants, et un mari accessoirement. Lucas qui a 10 ans et Alice, qui a 7 ans. Est-ce que devenir maman a toujours été une évidence pour toi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu désirais profondément? Pas du tout. Alors voici quand j'étais petite, on va dire que oui, ça je pensais à ça. En fait, moi, c'était pas devenir maman qui m'intéressait, c'était surtout de pas finir, vieille toute seule. C'est un peu voilà. Donc c'était l'idée d'avoir, une descendance et vraiment de pouvoir avoir des moments en famille jusqu'à, ce que tu sois vieux. Le côté maman et s'occuper d'enfants, je l'ai eu quand j'étais vraiment ado parce que je voulais travailler, vraiment en crèche et puis après ça m'est complètement parti, bien, bien loin. Par contre, ce qui m'a fait, ce qui a fait que j'ai eu mes enfants pas trop tard parce que j'étais enceinte à 29 ans du premier, c'est que, j'étais avec un mari qui lui, voulait des enfants rapidement et de 2, moi j'avais peur de galérer à tomber enceinte. Donc je me suis dit: «Si ça prend longtemps, il faut que je commence pas trop tard» et j'étais très bien dans ma vie, jusqu'à 29 ans, je profitais à fond donc c'était pas une grosse envie, de changement. C'était vraiment l'angoisse que ça puisse arriver, trop tard si j'y arrive pas. Voilà. Et au cours de tes 2 chemins de maternité, est-ce qu'il y a eu, quelque chose qui t'a particulièrement, touchée où tu t'es dit: «Waouh, je ne pensais pas que je pouvais vivre ça»? Alors oui, il y a eu plusieurs sujets, d'ailleurs j'ai eu 2 maternités assez différentes, dans tous les cas. Heu, un assez fort, mais je développerai pas plus aujourd'hui, c'était, les nausées. Et ça, je les ai eues pour les 2 et ça a été, horrible, à tel point que j'ai vraiment hésité à faire un deuxième enfant, hein, tellement j'étais mal pendant toutes mes grossesses. Et le point, que je pourrais développer aujourd'hui, c'est, pour mon premier où, j'ai eu un énorme baby blues suite à ça, et que j'ai pas du tout eu pour Alice en deuxième, voire, que c'était complètement l'inverse, et voilà. Donc, le baby blues, ça m'est un peu tombé dessus, pour le premier, oui. Et comment tu as su que c'était un baby blues? Parce que c'est pas toujours évident d'identifier que c'est vraiment ça. En fait, j'ai pas su. J'ai pas su au début. Je pense que je le sais maintenant a posteriori, parce que j'ai analysé ça, mais quand j'étais dans le baby blues, je le savais pas et comme j'étais pareil, j'avais connu personne, qui était en baby blues et puis je pense que de toute façon, c'est un sujet que parlent peu les femmes. Donc parce que même à l'heure actuelle, j'ai quand même peu d'amis qui me parlent de baby blues, qui l'identifient. Donc non, je savais pas ce que c'était, j'avais un mari, compréhensif, oui et non, en fait, parce qu'on arrive co le baby blues, ça arrive dans une étape où le bébé est là, donc on s'occupe plus trop de la maman, hein, on s'occupe du bébé, quoi. Donc les amis et la famille, ils sont là, ils viennent vous féliciter pour le bébé et bon, on demande vite fait si la maman va bien, mais c'est plus, le ça va, classique, on va pas creuser plus que ça, quoi.
Et à quoi est-ce que tu, a posteriori, du coup, à quoi est-ce que tu le lis, ce baby blues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déclencheur? Bah, plusieurs facteurs, au final, en ayant bien réfléchi après coup. Hem, donc moi, je pense qu'il s'est développé, au bout d'un mois. Vraiment le premier mois, je l'ai pas eu quand même. J'étais quand même hyper contente, d'avoir, mon fils, En plus, j'avais été alitée 3 mois, donc c'était un peu le moment où je pouvais enfin remarcher, ressortir, donc c'était bien. Et du coup aussi, pour moi, revivre ma vie d'avant. Ma vie j'ai 29 ans, j'habite à Paris, je sors beaucoup et je suis hyper dynamique, donc je voulais faire ça et avoir Lucas. Et ben, en fait, j'ai compris bien plus tard que c'était pas possible, mais j'étais pas du tout préparée à ça. Alors peut-être parce que, je vais pas dire que j'étais pas prête parce que je pense qu'on n'est jamais prête, mais, j'avais pas du tout identifié ce qu'était le rôle de maman, quel investissement ça demandait et alors, le c'est pas sacrifice vraiment le terme, mais, c'est un changement vraiment de manière de vivre, en fait. Et donc, j'étais pas prête à ce moment-là à changer ma manière de vivre. J'étais plus dans l'inverse où je me disais: «Bah, ça fait 3 mois que je suis allongée. Moi, je veux, retourner, pouvoir faire des sorties, pouvoir, voir mes amis, et cetera». Je m'étais dit: «Je vais juste lever le pied», mais en fait, c'était pas lever le pied, c'était vraiment fondamentalement changer la manière de vivre. Et puis, et du coup, ça, c'était, très compliqué. C'était le 1er point très compliqué, à vivre, ouais. Et c'est quelque chose sur lequel vous aviez échangé tous les 2 avec ton mari? Pas du tout. Alors lui, de toute façon, il est plus casanier, donc je pense que ça lui allait bien, de moins bouger. Non, on n'avait pas identifié, spécialement ça. Et en plus, je dis ça, on avait quand même beaucoup de gens, hein, parce qu'on était à Paris, donc on avait beaucoup de gens qui venaient nous voir. Mais c'était pas que le côté social, c'était vraiment le côté sortir et puis changer son rythme vis-à-vis de l'enfant. Et puis pas pouvoir faire ce qu'on veut, en fait. Parce que quand tu es 2, en fait, bah, voilà, chacun peut sortir quand il veut, est libre, tu vas faire un tour, tu vas faire du shopping ou autre. Là, en fait, tu es pas libre. Faut au minimum demander à, l'autre dans le couple s'il peut garder l'enfant. Donc c'est ce changement de vie, alors pas que social, mais de rythme de vie, ça c'est le 1er facteur que tu as identifié. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, du coup? Oui, alors le deuxième, c'était changement physique. Alors moi, j'ai eu de la chance sans avoir de la chance parce que comme je disais, j'ai eu beaucoup de nausées. Donc j'ai pris, peu de poids, enfin j'ai perdu beaucoup de poids, donc j'en ai pris très peu. Donc je suis sortie de la clinique, bon, j'avais la même forme morphologique qu'avant, donc ça c'était super. Sauf qu'en fait, bah, ça c'est ce qu'on voit, mais il y a beaucoup de choses qui changent quand même dans le corps d'une femme. Par exemple, le masque de grossesse. Le masque de grossesse, on m'en avait parlé un peu, donc j'avais fait quand même assez attention pendant la grossesse et puis c'était une grossesse d'hiver, donc ça marchait plutôt pas mal. Et puis pour moi, par exemple, je savais pas typiquement, si c'était le corps et que le visage, enfin j'avais pas bien identifié. Je savais juste qu'il fallait se protéger du soleil et en fait là, bah, la femme, elle est encore blindée d'hormones et bah, sortir à ce moment-là, sans crème solaire, sans protection, bah, le masque, il arrive aussi bien que quand on était enceinte et donc bah, moi qui avais eu, 0 masque de grossesse pendant toute la grossesse, je l'ai eu après l'accouchement. Et j'avais pas compris et ça m'est aussi un peu tombé dessus. J'étais quand même quelqu'un qui faisait hyper attention, à l'image, qu'elle renvoyait envers les autres. Donc ça a été hyper violent à ce niveau-là, parce que, tout de suite j'ai voulu cacher quelque chose, et parce que pareil, on m'en a pas parlé, aucun médecin, enfin il y a pas de sage-femme, personne vous parle de ce MAC de grossesse à part dans quelques bouquins où on vous dit de faire attention, mais on vous en parle pas et vous savez pas trop quoi faire une fois qu'il est là. Donc pendant tout l'été, ça a été une angoisse, en fait, à chaque fois que je sortais, à chaque fois qu'il y avait un brin de soleil. Moi qui étais quelqu'un justement qui adorait, la plage, le soleil, profiter, là, en gros, je devais me cacher, je savais pas quand ça allait partir et si ça partirait. Moi, je te remercie beaucoup parce que du coup, c'est vraiment quelque chose que tu m'apprends. Je pensais aussi que ce masque de grossesse, en fait, il s'arrêtait, une fois que l'accouchement était passé, en tout cas que le risque de masque, Ouais. de grossesse. Donc du coup, c'est vraiment un apprentissage pour moi aussi et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas et bah, en fait, il faut se dire que tant qu'on a des hormones, de grossesse, bah, le masque, il peut arriver, voilà. Alors il y en a qui le vivent très bien, bah, par exemple, alors ça doit peut-être être génétique, ma sœur aussi a eu le masque de grossesse et elle, ça l'a pas plus gênée que ça, quoi.
Et comment tu as fait pour le faire partir? Est-ce qu'il y a une solution qui est proposée en particulier ou il faut juste attendre? Non, en fait, c'est ça, il y a pas vraiment de solution. La meilleure solution, c'est la prévention après. Donc c'est ce que je faisais, c'est-à-dire pas s'exposer et prendre un chapeau. Et en fait, ça vraiment le masque de grossesse, il part avec le temps, en fait. Et je pense qu'il faudrait vraiment faire un sujet là-dessus avec d'autres femmes. Moi, je vois encore des femmes qui le gardent beaucoup plus longtemps, qui le gardent à vie. Donc je sais pas, vraiment là-dessus, c'est assez flou, je trouve. Et même les dermatologues savent pas trop. Et quand on va voir un dermatologue, ce que j'avais quand même été voir, ils sont assez, ils disent ça va. Dans le meilleur des cas, ils disent ça va partir, mais il faut rien faire. Ou alors, ça partira peut-être pas, quoi. Donc c'est quand on vient de l'avoir et qu'on est avec plein d'hormones parce qu'on vient d'accoucher, c'est le genre de parole qui est un peu difficile à entendre au final. Donc on a parlé changement de vie, changement physique. Est-ce qu'il y a un autre facteur que tu as identifié aussi et qui t'a amené à ce baby blues? Oui. Et le troisième facteur, du coup, c'était pas moi, c'était mon fils. Donc Lucas est venu et malgré tout ce que disent les femmes, moi, au début, je ressentais pas d'affection spécialement pour mon fils. Je m'en occupais. Je l'aurais jamais laissé tomber. Et voilà, je savais que je devais m'en occuper au quotidien. Voilà, mais c'était pas quelque chose d'inné où je prenais beaucoup de plaisir. Alors ça dépend peut-être justement des femmes. Moi, j'ai commencé vraiment à apprécier de m'occuper de Lucas quand il y a eu des interactions. Il y en a, elles vont s'émerveiller juste parce que l'enfant va les regarder ou leur sourire. Moi, c'est à partir du moment, je dirais, où il commence à émettre des vrais sons, des oui, des non, donc ça vient beaucoup plus tard. L'attachement a été très dur à arriver. Et du coup, tu dois t'occuper, ça participe au baby blues parce que tu dois t'occuper d'un être toute la journée qui m'apportait rien. En fait, j'ai l'impression qu'il m'apportait pas d'affection, il te répond pas ou autre. Moi, je me sentais un peu emprisonnée en fait parce que je devais m'occuper de lui H24 et j'avais pas de retour. Et puis socialement, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de contact et je pense que le contact social du bébé nouveau-né ne me suffisait pas du tout. J'ai eu de la chance dans ce cas-là, c'est que j'avais pas prévu de prendre de congé parental et c'est mon mari qui a pris 2 mois après coup. Donc ça m'a aidé quand même parce que rapidement j'ai pu retourner dans la vie active. Mais c'était assez compliqué de s'occuper de l'enfant et c'est quelque chose qu'on a du mal à dire parce qu'en fait j'ai eu en plus un enfant parfait dans le sens où il a fait ses nuits à 1 mois. Il mangeait bien, voire même trop. Il est devenu un petit peu baby sumo, mais c'était rigolo. Et du coup, j'avais aucun problème d'alimentation, de tous les problèmes de sommeil qu'on peut connaître. Donc, c'était sur le papier, tout le monde me disait le bébé parfait, mais c'était aussi peut-être ça la problématique, c'est que tous les gens que je voyais avaient l'impression que tout était parfait, quoi. Du coup, personne ne vous demande si ça va vraiment bien ou pas. Et moi, je prenais pas vraiment de plaisir. Je voyais surtout que je devais m'en occuper tout le temps. J'avais ce masque de grossesse et j'avais surtout quelque chose que j'ai commencé à focusser très vite sur Lucas, c'était sa tête plate. Je m'en suis rendu compte au bout de 3 semaines, 1 mois. Il dormait dans un cocoon baby qui, dans son cas, était pas très bien. Donc, du coup, il pouvait pas vraiment bouger sa tête et se mouvoir. Et donc, il a grossi très vite en dormant la tête à plat, parce qu'on recommande aux bébés maintenant de dormir sur le dos. Et donc, il avait une tête aplatie, donc c'est une brachiocéphalie qu'on appelle ça. Quand c'est aplati d'un côté, c'est une plagiocéphalie. Et donc moi, je m'en aperçois rapidement. J'en fais part à mon conjoint et puis surtout à la pédiatre qui me dit « Ah, mais c'est normal », ce que dit tout le corps médical. Hein. « Oh, mais c'est normal, ça se remet avec le temps ». Et là, pour le coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. J'ai passé énormément de temps à fouiller. On nous dit en fait de faire de l'ostéopathie, donc j'ai été voir un ostéopathe. Il y a pas d'effet en fait, il faudrait voir un ostéopathe tous les jours pour qu'il y ait un vrai effet. Et j'ai commencé vraiment une grosse angoisse, au même titre que le masque de grossesse. Sitôt que je voyais mon fils, en fait, je voyais pas mon fils, je voyais son crâne qui était aplati. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait. Faut savoir que depuis qu'on nous impose de faire dormir les bébés sur le dos, il y a 1/4 des enfants qui ont la tête plate, un peu plus les garçons. Et beaucoup les enfants qui vont grossir vite, donc les enfants bien portants, qui vont bien manger et qui vont pas être très dynamiques, ce qui était le cas de Lucas. Il tournait pas beaucoup la tête. Cocoon baby, ça peut être
un bien ou un mal. Dans mon cas, c'était vraiment un mal parce que du coup, il bougeait vraiment pas la tête. Parce qu'on parle souvent de tête plate, quand il y a ceux les bébés qui sortent de l'accouchement qui sont, sortis avec une ventouse ou qui sont mal sortis. Eux ont une tête plate, un peu déformée de côté et là, il y a vraiment eu, c'est lié à l'accouchement, mais il y a la majorité des têtes plates sont liées juste à la manière dont on fait dormir les enfants actuellement. Et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est que, au-delà de la tête plate, ça crée les oreilles décollées, qui est un autre défaut physique. Quand on creuse aussi, ça peut créer beaucoup de problématiques au niveau notamment de la dentition ultérieurement. Donc il y aura d'autres répercussions qui arriveront plus tard. Et on n'a pas encore tout creusé d'ailleurs là sur ce sujet parce que c'est très récent. Donc il y aura peut-être aussi des répercussions sur le cerveau qui est quand même placé à cet endroit-là. Alors cette directive, elle est faite pour diminuer la mort du nourrisson, hein, du jeune bébé. Donc moi, j'ai eu ça pour Lucas. Ça a participé à partir du 3 semaines, un mois. C'est là vraiment où je disais moi-même, j'allais de moins en moins bien et mon fils avait de plus en plus la tête plate. Donc je pense qu'en plus, on a accumulé tous les deux défauts physiques, hein, moi avec mon masque de grossesse, lui avec sa tête. Et j'étais aussi quelqu'un qui faisait et qui fait toujours, alors moins maintenant, mais qui fait attention à l'apparence et qui, pour moi, l'apparence, c'était le regard des autres et c'était un moment aussi d'être sûr de soi. Et entre guillemets, si ton apparence te convient pas, derrière, t'es pas sûr de toi en société et tu te sens pas à l'aise. Donc pour Lucas, après avoir vu que ça marchait pas, l'ostéopathie, j'ai commencé à fouiller vraiment entre deux larmes, hein, parce qu'en fait, le baby blues, c'est quand même pleurer, il faut le dire. Et le mari ne comprend pas ce qui se passe. Les gens oublient qu'on a toujours ces hormones de grossesse et que c'est lié aux hormones. Donc on pleure beaucoup, ça va pas. Moi je me couchais beaucoup, voilà. J'avais peu de dynamisme. Et j'ai trouvé des casques qui existent pour mettre pour les enfants qui ont la tête plate. Donc j'avais la chance d'être à Paris et de pouvoir aller à Beauvais pour aller rencontrer un professeur espagnol qui se déplaçait toutes les 2 semaines en France. Et donc Lucas a eu un casque de ses 4 mois à ses 8 mois. Ça a été hyper dur à mettre en place, et d'un parce que j'ai dû déjà faire entendre à mon mari que c'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose. Et que lui, forcément, il entendait le discours médical où on lui disait « mais si, ça va revenir, c'est pas grave ». Et puis c'est quelqu'un qui, à l'inverse de moi, n'est pas du tout porté sur le physique. Donc en plus, c'est que physique, entre guillemets. Ton enfant est vie, donc c'est pas vraiment grave. Tu te fais des films, on va dire. Et puis après, ma pédiatre, je savais qu'elle était pas trop pour, mais je n'en ai pas trop parlé. Et après, dans un check-up où j'ai amené Lucas avec le casque, m'a dit mais c'est horrible ce que vous faites à votre enfant, vous vous rendez compte, enfin vraiment qui a été contre nous à 100%. Donc là, c'était vraiment dur à entendre. Pour résumer, Lucas, il a eu un casque dynamique. Il y a 2 types de casques. Il y a un casque dynamique qu'on garde moins longtemps et un casque plutôt statique qu'on garde plus longtemps. C'est un casque qui est moulé sur le crâne du petit enfant. Et puis ensuite, ils vont faire un plâtre autour et créer un vrai du coup casque. Ou derrière le casque, ils vont laisser de la place pour que le crâne puisse reprendre son bombé. Comme c'est un moment de la vie où le crâne grossit super vite, l'idée c'est de contenir les côtés, en l'occurrence pour Lucas qui était déjà très large, et faire que le crâne évolue que de l'autre côté, donc derrière. Et donc ça marche très bien. C'est un casque dynamique parce qu'on va voir toutes les 2 semaines, il y a des réglages, et plus on le fait tôt, moi je l'ai fait à 4 mois, mais on peut le faire encore plus tôt, moins ça dure longtemps. Et là ça a duré que 4 mois. Quand on le fait tard, par exemple vers 9 mois, 1 an, ça va durer plus longtemps parce que déjà le crâne grossit moins vite, donc on aura des moins bons résultats. Et l'enfant, du coup, le garde la journée et pas la nuit ou vraiment jour et nuit? Il le garde jour et nuit. Il le garde 24 heures sur 24. Alors souvent on dit 23h30 parce que on lui enlève 2 fois par jour et on lui met un peu de crème pour pas que ça lui fasse mal. Mais en vrai, ça lui fait pas mal plus que ça. Il est très content. On a eu de la chance pour le coup d'avoir une crèche très compréhensive qui voulait bien aussi enlever ce casque et s'en occuper. Mais après, pour l'enfant, il s'en rend pas compte. C'est vraiment... en plus, on a tous eu des choses quand on était bébé. C'est comme, par exemple, on se fait tous percer les oreilles, on s'en rappelle plus, même si c'est un mauvais moment. Mais là, en plus, c'est plus les gens qui sont attristés dans la rue parce qu'ils voient un enfant dans une poussette très jeune avec un casque.
Après, la famille, il faut expliquer. Puis les gens, du coup, vous soutiennent pas trop, en fait. Les gens, ils se disent, bah, attendons de voir, on verra bien ce qu'ils ont fait à leur enfant, quoi. Et après, bah, à la fin, ils vous envoient un compte rendu, on reçoit un compte rendu photo où là, on voit vraiment l'évolution. Et puis, c'est qu'un le début parce que le crâne, il a une faculté après à continuer à grossir dans la même direction. Donc j'ai les photos de la différence et donc déjà j'avais la satisfaction quand on l'a enlevé et puis maintenant Lucas il a 10 ans depuis que je l'ai fait c'est quelque chose qui m'a aidé à sortir pour moi du baby blues notamment parce que j'avais enfin réussi quelque chose de positif dans cette étape avec mon fils et ça a développé une proximité avec mon fils. En fait je suis fière de l'avoir fait et pour lui en fait parce que tous les jours maintenant bah, je vois son crâne qui est joli, je peux lui faire n'importe quelle coiffure parce que je l'ai coiffé, c'est moi la coiffeuse depuis longtemps et donc je lui coupe les cheveux vraiment à ras. Que c'est dommage en fait, c'est vraiment quelque chose qui est créé par une recommandation un peu stupide où on crée énormément de déformations physiques sur une grosse partie des enfants actuellement quand même. Et surtout si au-delà de l'aspect physique, en fait, ça crée aussi des problématiques sur le développement du cerveau. Exactement. Du cerveau, de la dentition. Moi, j'avais l'impression que cette nouvelle génération, on a l'impression aussi, bah, effectivement, c'est une génération où ils sont plus gros, etc. Mais pas que, ils ont des visages plus gros, parce qu'en fait, ils sont étirés dans l'autre sens, leur visage. Et ils ont des oreilles, c'est la nouvelle génération, souvent un peu plus décollées. Dans tous les cas, ça crée une génération qui n'a pas du tout la même morphologie de visage qu'avant. C'est assez choquant. Et après, malheureusement, le casque qu'on a fait, tout le monde ne pourrait pas le faire parce que déjà, il y a peu qui le font. Je crois que ça ne s'est pas encore vraiment développé. En fait, en France, ce n'est pas reconnu comme une cause. C'est reconnu dans certains pays. C'est ça, moi, qui m'avait fait aussi passer le cap. Je crois qu'au Canada, ils l'ont déjà reconnu, etc. Et donc, c'est un casque qui coûte cher. Nous, ça nous avait coûté à l'époque, je crois que c'était 4 ou 5 000 euros. Alors, heureusement, j'avais fait une demande, par exemple, il faut savoir aussi à la mutuelle, une demande exceptionnelle, ça avait été pris en compte a posteriori. Mais il y a plein de familles, effectivement, qui ne peuvent pas sortir ça dans tous les cas. Donc c'est un vrai problème public. Donc du coup, pour finir sur le côté quand même baby blues, il y a eu ce côté positif de Lucas qui, lui, c'était en train de se rétablir. Donc ça m'a fait sortir un peu de là. Et puis l'autre point, moi, ça a été la reprise du travail. Et comme j'ai repris le travail, j'ai repris la sociabilisation. Et du coup, ça m'a permis de plus me dire j'ai que mon bébé à m'occuper. Il y avait quand même d'autres personnes qui s'en occupaient et du coup, j'appréciais plus le temps où j'étais avec lui, qui était plus court, mais qui était du meilleur temps au final. Et puis moi, au niveau du masque de grossesse, en fait, j'avais pas le temps de me regarder dans la glace, entre guillemets. Je bossais. Alors que quand vous êtes chez soi, vous avez que ça à faire aussi. Donc je pense que ça a vraiment participé au fait que je puisse sortir de ça a posteriori. Après là, donc j'ai peu de mamans, moi que je connais peu de mamans qui ont eu un baby blues, sauf récemment, j'ai une amie là il y a quelques mois. Ce qui m'a pas étonnée du tout parce que c'était le même profil que moi, quelqu'un qui sortait beaucoup, qui s'occupait beaucoup d'elle-même, qui était hyper dynamique et ça a pas manqué. Et du coup, j'ai pu, en lui parlant quand même, en lui disant mais c'est normal d'avoir le baby blues. Déjà, t'inquiète pas, t'as tes hormones et t'inquiète pas, tu vas en sortir. Essaye d'avoir du temps pour toi, moins souvent, mais du vrai temps. Faire un week-end. Donc là, on a fait un week-end entre copines et ça l'a vraiment justement de se dire en fait, ça y est, je suis maman avant tout au début à part entière, mais je suis aussi quand même femme et je le reste. Et puis en fait, lui dire aussi que ça s'équilibre. Le nouveau-né, il a besoin de nous H24 et plus ils grandissent, moins ils ont besoin de nous et plus on retrouve aussi notre côté femme qui peut revenir. Je pense que c'est une mauvaise chose que les femmes n'en parlent pas assez. Il y a beaucoup de choses tabous chez les femmes et je suppose que tu en parleras dans ton podcast. Par exemple aussi, on parle peu des fausses couches. Et je pense que le baby blues et les fausses couches, c'est vraiment des sujets qui devraient être abordés entre nous toutes. Finalement, on en sort toutes et heureusement, mais il faut mieux en parler que de le cacher et de dire que tout est beau dans la grossesse parce que c'est pas vrai. Moi, j'étais pas mère, je voulais pas être mère au début, et puis j'ai pas eu de feeling avec mon enfant quand il est sorti. Donc, il y a des choses qui peuvent ne pas arriver, et disons-le plutôt que de le cacher, parce qu'après, sinon, on se sent une mauvaise mère à ne pas éprouver d'émotions et de sentiments, en tout cas très forts. On en éprouve, mais pas du niveau qu'on imaginait, en tout cas.
Du coup, tu disais, voilà, à ta copine, tu lui as donné le conseil de prendre du temps pour elle, pour après avoir du temps de qualité avec son enfant. Comment en fait l'entourage peut, d'après toi, même s'il n'y a pas une seule vérité qui va s'appliquer pour tout le monde, mais comment l'entourage en fait pourrait aider aussi la maman qui vit cette période difficile là? Alors, c'est vrai que le plus compliqué, c'est de trouver quand même les causes. Moi, finalement, je les ai identifiées a posteriori. Elles peuvent être un peu multiples. Heu, Après, ce qui aide pas dans tous les cas, c'est le manque de sommeil. Donc, par exemple, moi, pour Lucas, comme je voulais pas être, maman et je voulais rester comme avant, je faisais jamais de sieste. Voilà. Même si, en plus, il dormait plus ou moins bien, mais en fait, j'étais crevée. Donc, le fait déjà de bien dormir aide à avoir moins le baby blues parce que plus on est fatigué, plus on pleure, hein, c'est un peu le cercle vicieux. Et puis après, dire à l'entourage, d'essayer de sortir, ces personnes-là et de leur refaire faire des choses qu'elles aiment faire, des passions. Enfin, ça peut être des choses, juste aller au resto. Enfin, vraiment, leur refaire vivre sur une courte période ce qu'elles adorent faire et leur montrer qu'elles vont pouvoir continuer à le faire, peut-être moins souvent, moins régulièrement dans un premier temps, mais que c'est le début de la vie de maman, mais c'est pas la fin de vie d'une femme. Et puis parce qu'en France, on a la chance d'avoir des structures d'accueil, des crèches, des assistantes maternelles, plein de moyens de pouvoir se faire aider dans tous les cas. Donc il faut aussi pouvoir garder un peu de temps pour soi en tant que personne. Et c'est d'autant mieux. En fait, on dit toujours pour que les enfants soient heureux, il faut que la maman elle soit heureuse. Je trouve que cette phrase de fin d'échange c'est un joli message, c'est un message important à porter. Donc vraiment, merci pour ce partage, Laetitia, c'était très riche. Merci à toi, j'espère que ça servira à beaucoup de femmes. Voilà. Sans aucun doute. Merci, à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. La maternité, c'est un parcours rempli de défis, d'émotions et de découvertes. Ce que nous apprend Laetitia, c'est que derrière les moments difficiles, il y a toujours une lumière. Et si être maman, c'est tout donner à son enfant, il est essentiel de se rappeler que le bonheur de nos enfants passe aussi par le nôtre. Alors que vous soyez déjà maman ou en chemin vers la maternité, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans les prochains épisodes, nous allons continuer à nous enrichir des expériences de chacune pour avancer plus éclairée et plus sereine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.